Visualisez la scène. Nous sommes la veille de Noël, en 1895. La neige tombe doucement sur les Blue Ridge Mountains, en Caroline du Nord. Et derrière d'imposantes grilles de fer, quelque chose d'impossible vient d'être achevé. Une maison. Mais qualifier Biltmore de maison, c'est comme qualifier l'océan de simple flaque d'eau. 250 pièces. Laissez ce chiffre résonner un instant. Pour mettre cela en perspective, la Maison Blanche compte 132 pièces. Biltmore en avait presque le double. Nous parlons de plus de 16 000 mètres carrés de surface habitable. C'est l'équivalent d'un hectare et demi entier, sous un seul toit. Si vous souhaitiez dormir dans une chambre différente chaque nuit, vous pourriez le faire pendant plus d'un mois sans jamais revoir la même. 35 chambres, 43 salles de bain. Et nous sommes en 1895, à une époque où la plupart des foyers américains utilisent encore des latrines au fond du jardin. Les chiffres seuls racontent une histoire de démesure difficile à concevoir. 65 cheminées, 3 cuisines. Non pas une, ni deux, mais 3 cuisines distinctes pour la préparation des repas. Une piscine intérieure chauffée de 265 000 litres d'eau, à une époque où l'on se baigne encore dans des baquets en étain. Un bowling, une salle de sport, une bibliothèque pouvant contenir 10 000 volumes. Mais ce qui rend ces chiffres encore plus vertigineux, c'est l'emplacement. Biltmore n'a pas été construit à New York, où une telle extravagance aurait pu sembler logique au milieu des autres manoirs du Gilded Age, de l'âge d'or, ni à Newport, Rhode Island, où les riches rivalisaient de cottages d'été. Non. Ce palais fut érigé dans les montagnes de Caroline du Nord, au milieu de ce qui était, pour l'essentiel, une nature sauvage. La grande ville la plus proche était à des heures de train. La construction dura 6 ans et mobilisa plus d'1 millier d'ouvriers. Des tailleurs de pierre durent être importés d'Europe, d'Italie, de France, d'Angleterre, car les artisans américains n'avaient tout simplement pas les compétences requises pour ce qui était tenté. Une ligne de chemin de fer entière dut être construite uniquement pour acheminer les matériaux sur le site. Des millions de kilos de calcaire de l'Indiana furent expédiés sur des centaines de kilomètres. Du marbre d'Italie, du chêne d'Angleterre, des tuiles d'Espagne. Et le coût, 6 millions de dollars de 1895. Aujourd'hui, cela représenterait bien plus de 200 millions de dollars. Pour situer, avec cette somme, on aurait pu construire plusieurs universités entièrement fonctionnelles. On aurait pu financer des villes entières, mais un seul homme choisit de bâtir une maison. Lorsque Biltmore fut enfin achevé, il était, et demeure à ce jour, la plus grande résidence privée jamais construite aux États-Unis. Pas seulement en 1895, pas seulement durant l'âge d'or. De toute l'histoire du pays, personne n'a jamais bâti plus grand. Les barons voleurs ont essayé. Les milliardaires de la tech d'aujourd'hui, avec leurs méga-yachts et leurs îles privées, n'en approchent pas. Biltmore est unique. Mais pourquoi ? Pourquoi construire quelque chose d'aussi démesuré, presque absurde ? Pourquoi dans les montagnes de Caroline du Nord ? Et, question peut-être la plus fascinante, comment cette demeure a-t-elle survécu quand presque tous les autres manoirs de l'âge d'or ont été démolis, abandonnés ou transformés en musées ? Pour répondre, nous devons comprendre l'homme qui l'a rêvé. Un homme qui ne ressemblait en rien aux autres Vanderbilt. Un homme qui ne cherchait pas à conquérir des industries ou la haute société. Il désirait quelque chose de bien plus insaisissable, créer une beauté qui durerait éternellement. George Vanderbilt, le milliardaire tranquille. Vanderbilt Ier est né au sein de l'aristocratie américaine le 14 novembre 1862. Mais si vous l'aviez croisé dans une soirée mondaine, vous ne l'auriez sans doute pas remarqué. Tandis que ses frères aînés, Cornelius et William, faisaient les gros titres avec leurs affaires, et que leurs épouses luttaient pour la suprématie dans les salons de New York, George préférait les bibliothèques aux salles de conseil et les livres aux mondanités. Il était timide, farouchement privé, et doté d'un intellect que ses frères et sœurs, plus ambitieux socialement, trouvaient étrange, voire embarrassant. Son grand-père, Cornelius Vanderbilt, le Commodore, était mort quand George n'avait que 15 ans, laissant une fortune de plus de 100 millions de dollars, l'équivalent de plusieurs centaines de milliards aujourd'hui. C'était la plus grande fortune privée d'Amérique. Le vieil homme avait bâti son empire sur les bateaux à vapeur et les chemins de fer, écrasant ses concurrents avec une efficacité impitoyable. Mais George
Georges n'hérita pas de l'appétit de conquête de son grand-père. Pendant que ses frères étendaient l'empire ferroviaire familial, Georges fit quelque chose que le Commodore aurait considéré comme un gaspillage. Il s'instruisit. Vraiment. À 20 ans, Georges parlait couramment 8 langues. Le français, l'allemand, l'italien. Des langues apprises non pas avec des tuteurs dans des salons feutrés, mais en vivant de longues périodes en Europe. Il lisait le grec ancien. Il étudiait l'histoire de l'art, l'architecture, l'agriculture, la sylviculture. Sa bibliothèque personnelle atteignit plus de 23 000 volumes. Ce n'étaient pas des livres achetés au maître pour impressionner les visiteurs. Georges les avait lus, annotés en plusieurs langues. Dans une famille de titans, Georges était un intellectuel. À une époque où les hommes mesuraient leur succès aux entreprises qu'ils contrôlaient, Georges mesurait sa vie à ce qu'il comprenait, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait appris. Ses frères pensaient qu'il perdait son temps. Les chroniqueurs mondains le trouvaient singulier. Mais Georges s'en moquait. Il avait de l'argent plus qu'il ne pourrait jamais en dépenser, et il était déterminé à l'utiliser pour quelque chose de significatif. Durant sa vingtaine, il sillonna l'Europe non pas en touriste, mais en étudiant de la culture et de l'histoire. Il arpenta les grands châteaux de la vallée de la Loire, Chambord, Chenonceau, Blois, étudiant leur architecture, leurs jardins, leurs relations au paysage. Il visita les domaines de la noblesse anglaise, observant la gestion de vastes terres. Il visita les palais d'Italie, les châteaux d'Allemagne, et quelque part durant ses voyages, une vision prit forme. Et s'il pouvait créer en Amérique quelque chose qui rivaliserait avec les grands domaines d'Europe? Pas une copie, mais une œuvre américaine unique, combinant le raffinement européen avec l'ambition et l'innovation du Nouveau Monde. Un lieu de beauté et de savoir, un domaine autosuffisant qui démontrerait les pratiques agricoles et forestières modernes. Une maison pour abriter ses livres et sa collection d'art, un héritage. En 1888, à seulement 26 ans, Georges visita Asheville, en Caroline du Nord, pour la première fois. La ville de montagne commençait à être réputée comme station de cure. Son air pur était prescrit par les médecins pour les affections pulmonaires. La mère de Georges, Maria, était souffrante, et la famille s'y rendait souvent. Mais Georges vit autre chose dans ces montagnes ancestrales. Debout sur une crête surplombant la rivière, avec les Blue Ridge Mountains s'élevant de toutes parts, couvertes de brume et de mystère, Georges ressentit ce qu'il n'avait jamais éprouvé dans la société compétitive de New York: la paix, le possible, l'espace pour créer quelque chose d'extraordinaire. La plupart des terres autour d'Asheville avaient été surexploitées, déboisées, cultivées jusqu'à l'épuisement, puis abandonnées. Elles étaient considérées comme sans valeur. La forêt millénaire avait été rasée, le sol était appauvri. C'était, de l'avis de tous, une terre en friche. Georges la voyait différemment. Il y voyait un potentiel. Et il commença à acheter. Discrètement, méthodiquement, sur plusieurs années, Georges assembla son domaine. Il traita équitablement avec les agriculteurs locaux, payant des prix raisonnables. Ce qui choqua ceux qui s'attendaient à ce qu'un Vanderbilt prenne simplement ce qu'il désirait. Il finit par posséder 125 000 acres, près de 500 km². Une superficie plus vaste que celle de nombreux petits États de la côte Est. Sa famille crut qu'il avait perdu l'esprit. À quoi bon posséder d'immenses étendues de terres agricoles épuisées au milieu de nulle part? Les frères de Georges achetaient des chemins de fer et des banques. Et Georges, lui, achetait de la terre en Caroline du Nord. Mais Georges savait exactement ce qu'il faisait. Il engagea Gifford Pinchot, un jeune forestier ayant étudié en Europe, pour restaurer ces terres. Ensemble, ils replanteraient les forêts, restaureraient les cours d'eau et créeraient le premier exemple de sylviculture scientifique en Amérique. La terre elle-même redeviendrait productive. Et au milieu de ce vaste domaine, sur cette crête surplombant la rivière French Broad, George construirait son château. Pas un cottage d'été, comme ceux de ses frères à Newport. Pas un hôtel particulier en ville, comme celui que sa belle-sœur faisait construire sur la 5e avenue. Une vraie maison. Une résidence principale, ouverte toute l'année, où il pourrait vivre entouré par la beauté, la nature et le savoir. Il missionna Richard Morris Hunt, l'architecte le plus prestigieux d'Amérique. L'homme qui avait conçu le piédestal de la Statue de la Liberté et les palais d'été de Newport pour les Astor et son propre frère. Quand Hunt demanda à George quel style de maison il désirait, George n'hésita pas.
un château de la Renaissance française comme ceux qu'il avait étudiés dans la vallée de la Loire. Et il le voulait assez grand pour abriter sa bibliothèque, sa collection d'art et recevoir des invités à la manière des grands domaines européens. Hunt fut d'abord réticent. L'emplacement semblait impossible, trop isolé, trop montagneux. L'échelle envisagée par George semblait irréalisable. Mais George était déterminé et il avait les ressources nécessaires pour rendre l'impossible possible. En 1889, la construction commença. George avait 27 ans. Il était célibataire et sans enfant. Il construisait une maison de 250 pièces pour lui-même, ses livres et ses rêves. Dans son dos, la famille murmurait. On le disait excentrique, qu'il gaspillait sa fortune, qu'il mourrait seul dans son palais montagnard, entouré de livres reliés en cuir et de pièces vides. Ils ignoraient que ce que George était en train de créer survivrait à chacun de leurs propres héritages, que tandis que leurs demeures seraient démolies, vendues ou transformées en musée, Biltmore tiendrait bon. Qu'il appartiendrait toujours à ses descendants et prospérerait plus d'un siècle plus tard. Mais avant cela, il fallait le bâtir. Et ce fut le défi de toute une vie. Un château français en Caroline du Nord. Lorsque Richard Morris Hunt se tint sur cette crête, étudiant les plans de George Vanderbilt, il dut penser que son client possédait soit une vision brillante, soit une folie pure. Probablement les deux. Hunt fut le premier architecte américain à étudier aux Beaux-Arts de Paris. Il comprit immédiatement ce que George désirait. Un château de la Loire transplanté tel quel dans la nature sauvage des Appalaches. Mais il ne s'agirait pas d'une vague interprétation romantique à l'américaine, avec quelques fioritures françaises. George exigeait l'authenticité. Le dessin de Hunt s'inspira principalement de 3 châteaux français, Blois, Chenonceau et Chambord. Les toits à forte pente, les lucarnes ornées, la façade en calcaire, tout était pure Renaissance française. Mais Hunt ne se contenta pas de copier. Il adapta, améliora, créant une œuvre qui honorait la tradition européenne tout en servant l'ambition américaine. L'épine dorsale du château s'étend sur plus de 235 mètres de long. La façade en calcaire, extraite de l'Indiana, nécessita des millions de kilos de pierre. Chaque bloc fut taillé, numéroté et transporté par rail jusqu'à Asheville, puis acheminé par une voie ferrée spécialement construite pour le chantier. La précision requise était extraordinaire. Mais voici ce qui rend Biltmore révolutionnaire pour son temps. S'il semblait médiéval à l'extérieur, il était à la pointe absolue de la technologie à l'intérieur. George exigeait toutes les commodités modernes que les années 1890 pouvaient offrir. L'électricité partout, alimentée par le propre générateur du domaine. Le chauffage central, un système à vapeur nécessitant des kilomètres de tuyauterie. L'eau courante, chaude et froide, dans chacune des 43 salles de bain. La réfrigération mécanique dans les cuisines, des alarmes incendie, un système d'interphone reliant les quartiers des domestiques aux pièces principales et même des ascenseurs, pour que les invités n'aient pas à gravir les escaliers. Cette juxtaposition était délibérée. George voulait vivre entouré de la beauté de l'ancien monde, mais avec le confort du nouveau. Le savoir-faire requis dépassait les compétences des ouvriers américains de l'époque. Alors, George les importa. Des tailleurs de pierre italiens arrivèrent par dizaines, des hommes ayant appris leur métier sur des cathédrales et des palais. Ils sculptèrent la façade à la main. Des artisans français vinrent créer les plâtres ouvragés des plafonds. Des menuisiers anglais apportèrent leur expertise des panneaux de chêne sculptés. Des poseurs de carreaux espagnols installèrent des sols destinés à durer des siècles. Ces artisans européens vécurent sur le domaine, créant un petit village international à flanc de montagne. Ils transmirent leurs techniques aux ouvriers américains. Biltmore devint une école informelle de l'artisanat du Vieux Monde. Le processus était éreintant. Nous sommes en 1889. Pas de grue moderne. Tout se faisait à la poulie, à l'échafaudage et à la force brute. Et les détails sur lesquels George insistait auraient rendu fou n'importe quel entrepreneur moderne. Le plafond du banquet, haut de 21 mètres. Le plafond en chêne sculpté de la bibliothèque, qui exigea des mois de travail. Les vitraux importés d'Europe. Les carreaux de sol, les poignées de porte, les luminaires. George approuvait chaque choix. Son architecte, Hunt,
dira plus tard que travailler avec George était à la fois un rêve et un cauchemar. Un rêve, car George avait un goût impeccable et des ressources illimitées. Un cauchemar, car il ne se satisfaisait jamais de ce qui était suffisant. Si ce n'était pas parfait, c'était à refaire. Le coût n'était jamais la question, seule la qualité comptait. Le paysage était tout aussi important pour George. Il engagea Frederick Law Olmsted, l'architecte paysagiste qui avait conçu Central Park à New York. Olmsted, au départ, était sceptique. La terre était si dégradée, si épuisée. Mais la vision de George finit par le convaincre. Ils allaient restaurer cette terre, la transformer, créer des jardins rivalisant avec tout ce qui existait en Europe. Olmsted dessina une route d'approche de près de 5 km, conçue pour ne révéler la demeure que progressivement, pour faire monter l'anticipation. Près du château, il planifia des jardins formels. Un jardin italien, un jardin clos, un jardin d'arbustes, chacun nécessitant des milliers de plantes dont beaucoup furent importées. Plus loin, il conçut un paysage productif, des fermes, des forêts, des pépinières. La beauté alliée à l'utilité. L'ensemble du domaine fut conçu pour être autosuffisant. George ne voulait pas seulement un manoir. Il voulait un domaine agricole fonctionnel, sur le modèle de ceux qu'il avait étudiés en Europe. Des laiteries produisant lait et fromage, des vergers, des vignobles, des potagers, des poulaillers et des porcheries. Le domaine subviendrait à ses propres besoins et à ceux de son armée de travailleurs. 6 ans. C'est le temps qu'il fallut pour bâtir Biltmore. 6 années de construction, de raffinement constant, d'ajout de détails sur d'autres détails. Les coûts s'accumulèrent. Lorsque la maison fut enfin prête à être habitée, George avait dépensé 6 millions de dollars. Et ce chiffre ne concernait que la bâtisse elle-même. Il n'incluait ni l'acquisition des terres, ni les travaux forestiers, ni le développement agricole. Sa famille était horrifiée. Ses frères, hommes pragmatiques qui mesuraient le succès en marge de profit, ne comprenaient pas ce que George fabriquait. On pouvait acheter des compagnies de chemin de fer entières pour 6 millions de dollars. On pouvait financer des banques. Au lieu de cela, George dépensait cette fortune en pierre, en mortier et en lambris de chêne sculptés, au milieu de nulle part. Mais George se moquait de leur opinion. Il l'avait toujours fait. Pendant qu'il bâtissait des empires destinés à s'effondrer au gré des krachs boursiers et des changements industriels, George, lui, construisait quelque chose de permanent, quelque chose de beau, quelque chose qui importerait bien après que le dernier rail de chemin de fer ait été arraché du sol. Le 24 décembre 1895, veille de Noël, George ouvrit les portes de Biltmore pour la première fois. Sa famille et ses amis arrivèrent et découvrirent une chose qui ne devrait pas exister. Un parfait château français, trônant de manière improbable dans les montagnes de Caroline du Nord, plus magnifique que tout ce qu'ils avaient pu voir à Newport, à New York ou même en Europe. Ils traversèrent des pièces qui leur coupèrent le souffle. Et c'est là que notre histoire nous mène à présent, à l'intérieur de ces espaces incroyables que George a créés. Imaginez, vous êtes l'un des invités arrivant à Biltmore pour cette première veille de Noël en 1895. Vous avez voyagé en train depuis New York, puis en calèche sur ces 5 km de route dessinée par Olmsted. À travers les arbres nus de l'hiver, vous apercevez des tours, des lignes de toit. Puis, soudain, vous débouchez à découvert. Et elle est là, massive, impossible, splendide. Votre voiture s'arrête à l'entrée principale. Vous descendez et avant même d'entrer, vous êtes subjugué. La façade de calcaire s'élève sur 4 étages. Des gargouilles vous observent depuis la toiture. Vous êtes en Caroline du Nord, mais vous jureriez avoir été transporté dans la vallée de la Loire. Puis les portes s'ouvrent. La première pièce que vous découvrez est le jardin d'hiver. Pas un salon, pas un hall d'entrée formel. Un jardin à l'intérieur. Un plafond de verre inonde l'espace de lumière naturelle. Des palmiers, des fougères et des plantes exotiques créent une atmosphère de jungle. Une fontaine murmure au centre. Le sol est couvert de carreaux complexes. Vous êtes à l'intérieur, mais vous avez l'impression d'être à l'extérieur. C'est désorientant, magique, différent de tout ce qui existe dans n'importe quelle demeure américaine. Mais ce n'est qu'un prélude. Du jardin d'hiver, on vous conduit au salon de banquet. Et c'est là que les mots commencent à manquer. La salle mesure 21 mètres de long, près de 13 mètres de large, et le plafond,
Le plafond s'élève à 21 mètres au-dessus de vous. 21 mètres. L'équivalent d'un immeuble de 7 étages pour une salle à manger. Les murs sont couverts d'immenses tapisseries flamandes du XVIe siècle, valant chacune une fortune. Une cheminée triple, oui, triple, domine un pan de mur, si vaste que l'on pourrait littéralement se tenir debout à l'intérieur. La table en chêne peut accueillir 64 convives. Au-dessus de vous, le plafond est un chef-d'œuvre d'ingénierie, déguisé en artisanat médiéval. Ce ne sont pas des poutres en bois qui soutiennent le toit. Ce sont des fermes en acier, recouvertes de bois et de plâtre pour créer l'illusion d'une construction ancienne. L'ingénierie moderne au service de la beauté esthétique. Telle était la philosophie de George à Biltmore. Les drapeaux suspendus au plafond ne sont pas décoratifs. Ce sont d'authentiques étendards de régiments européens, certains datant de plusieurs siècles. Les lustres en fer forgé conçus sur mesure semblent médiévaux tout en utilisant l'éclairage électrique. Du salon de banquet, vous pourriez être conduit à la bibliothèque. Et si vous aimez les livres, c'est ici que vous voudriez vivre. La pièce, sur 2 niveaux, contient 10 000 volumes de la collection personnelle de George. Des étagères en noyer sculptées du sol au plafond. Un plafond peint représentant des scènes mythologiques. Une cheminée de marbre pour les lectures d'hiver. Ce n'était pas une bibliothèque d'apparat. C'étaient des livres que George avait lus en 8 langues différentes. Des éditions rares, des manuscrits précieux. C'était la bibliothèque active d'un véritable érudit. Vient ensuite le salon de musique. D'autres tapisseries. Un orgue à tuyaux intégré à l'architecture. Le mobilier disposé pour des divertissements de salon, ces soirées musicales intimes que l'aristocratie européenne organisait depuis des siècles. George voulait que sa maison soit un centre culturel. Puis, la salle de petit déjeuner avec des gravures d'Albrecht Dürer au mur. La salle de billard, entièrement lambrissée de cuir de Cordoue, avec ses boiseries sculptées et ses plafonds peints. Chaque pièce est distincte. Chacune possède son propre caractère, ses propres trésors. Mais parlons des salles de bain, car c'est là que la modernité de Biltmore éclate véritablement. 43 salles de bain, en 1895. Avec eau courante chaude et froide, robinetterie en porcelaine importée d'Europe, sèche-serviettes chauffant, et des murs et sols carrelés qui seraient encore impressionnants aujourd'hui. Pendant que la majeure partie de l'Amérique utilisait encore des latrines, les invités de George se baignaient dans un luxe qui rivalisait avec les plus grands hôtels d'Europe. Et en parlant de luxe moderne, la piscine, intérieure, chauffée, avec un éclairage subaquatique, une technologie absolument révolutionnaire. La salle de la piscine ressemble à des thermes romains avec ses mosaïques complexes couvrant chaque surface, mais elle est entièrement fonctionnelle, filtrant et chauffant 265 000 litres d'eau. Les invités masculins de George s'y baignaient et un gymnase adjacent était prévu pour l'exercice. Nous sommes en 1895, bien avant que la forme physique ne soit à la mode, mais George était en avance sur son temps. Il y a une piste de bowling au sous-sol, pas seulement 1 ou 2 pistes, un véritable bowling avec quilles et boules fabriquées sur mesure. Il y a des salles dédiées au stockage et à l'entretien des équipements de chasse. Une armurerie exposant des centaines de fusils et de carabines, tel un musée, des caves à vin conçues pour contenir des milliers de bouteilles à une température parfaite. Les quartiers des domestiques, car faire fonctionner une maison de cette taille nécessitait une armée, étaient de meilleure qualité que la plupart des foyers américains de l'époque. Chaque domestique avait sa propre petite chambre. Un luxe immense quand la plupart dormaient dans des dortoirs communs. Il y avait des salles à manger pour le personnel, des salons, et même une buanderie réservée, équipée de machines à laver modernes. Les cuisines, toutes les 3, étaient des merveilles de technologie de la fin du XIXe siècle. Réfrigération mécanique, cuisinières à gaz, eau courante chaude et froide, système de stockage élaboré. Tout ce qui était nécessaire pour préparer des repas de plusieurs services pour des dizaines d'invités, jour après jour. Mais voici ce qui frappe lorsque l'on déambule dans ces pièces. Ce ne sont pas des espaces froids, dignes d'un musée. George a construit Biltmore pour y vivre. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est rempli d'œuvres d'art et de meubles inestimables. Mais les chaises sont confortables. Les cheminées fonctionnent réellement et étaient utilisées quotidiennement.
Les lits sont accueillants. Ce n'était pas un palais conçu pour intimider, c'était une maison conçue pour le confort, pour inspirer, pour offrir toutes les commodités possibles tout en vous enveloppant de beauté, bien sûr. Pour profiter de toute cette beauté et de ce confort, il fallait quelque chose que George ne pouvait pas construire avec de la pierre et du mortier. Il fallait des gens, beaucoup de gens, toute une main-d'œuvre cachée qui assurait le fonctionnement de Biltmore. Et cela, c'est une histoire en soi. L'armée de serviteurs. Derrière chaque château de contes de fées, il y a une armée de personnes qui fait opérer la magie. À Biltmore, cette armée comptait environ 80 âmes à son apogée. 80 personnes dont le travail consistait à s'assurer que George Vanderbilt et ses invités n'aient jamais à se demander comment une maison de 250 pièces fonctionnait réellement. 80 domestiques. Laissez ce chiffre s'installer. C'est plus d'employés que n'en comptaient de nombreuses petites entreprises. Et il ne s'agissait pas de gens qui prenaient leur service et rentrèrent chez eux. La plupart vivaient à Biltmore, dans les quartiers du personnel intégré à la maison. Leur vie entière tournait autour de la bonne marche de cet énorme domaine. Au sommet de cette hiérarchie se trouvait l'intendant général, sorte de directeur général de l'ensemble des opérations domestiques. Sous lui, un réseau complexe de rôles spécialisés. Le majordome, qui supervisait tous les serviteurs masculins et gérait le service de la salle à manger. La gouvernante, qui commandait tout le personnel féminin et veillait à la propreté de chaque pièce. Ces deux postes étaient puissants. Ils embauchaient et renvoyaient. Ils établissaient les horaires. Ils maintenaient la discipline. Ils dirigeaient Biltmore au jour le jour. Puis venaient les spécialistes. Les femmes de chambre personnelle qui s'occupèrent des invités, veillant à l'entretien de leurs robes complexes, à leur coiffure, anticipant le moindre de leurs besoins. Les valets de chambre, au service des invités masculins, préparant leurs tenues, faisant couler leurs bains, gardant leurs chaussures polies comme des miroirs. Un chef de cuisine et plusieurs sous-chefs travaillant dans ces 3 cuisines, préparant des repas pouvant compter une douzaine de services. Des filles de cuisine qui s'occupèrent du nettoyage, de la préparation des légumes, de l'interminable vaisselle. Des valets de pied servaient les repas, entretenaient les salons, ouvraient les portes, transmettaient les messages à travers la maison grâce à ce système d'interphone. Des femmes de chambre nettoyèrent les chambres, faisaient les lits, vidaient les pots de chambre avant que la plomberie moderne ne soit totalement fonctionnelle, époussetaient les meubles, balayaient les sols et entretenaient les feux dans les dizaines de cheminées. Les lingères travaillaient dans les buanderies du sous-sol, lavant le linge à la main. Et dans une maison de cette taille, avec un flot constant d'invités, la quantité de linge était stupéfiante. À l'extérieur, il y avait des jardiniers par dizaines qui entretenaient les jardins complexes dessinés par Olmsted. Des palefreniers prenaient soin des chevaux et des voitures. Des ouvriers agricoles géraient la laiterie, les vergers, les potagers. Des forestiers travaillaient dans la forêt de 125 000 acres, mettant en œuvre les techniques révolutionnaires de Gifford Pinchot. La journée d'un domestique commençait avant l'aube. Les femmes de chambre étaient debout à 5 heures du matin, allumant les feux dans les chambres avant le réveil de la famille, afin que celle-ci se lève dans une pièce chaude. Le personnel de cuisine commençait encore plus tôt. Lorsque George descendait, la maison était déjà en pleine activité depuis des heures. Mais il ne voyait rien. C'était là tout l'art. Les bons domestiques étaient invisibles. Le personnel avait son propre monde, parallèle, au sein de Biltmore. Ils utilisaient des escaliers différents, étroits et utilitaires, dissimulés derrière les murs, pour se déplacer sans être vus. Ils mangeaient dans des salles à manger séparées, aux étages inférieurs, bien que même ces pièces fussent plus agréables que ce que connaissèrent la plupart des domestiques ailleurs. George traitait bien son personnel, selon les normes de l'époque. Ils étaient payés équitablement, logés confortablement, bien nourris. Mais ne vous y trompez pas, c'était un travail harassant. Une femme de chambre pouvait marcher des kilomètres chaque jour à travers la maison, montant les escaliers, portant son matériel. La chaleur dans les cuisines était brutale. Le travail à la lingerie était éreintant. On travaillait 6 jours par semaine, avec le dimanche après-midi de libre, si l'on avait de la chance. Votre vie entière était structurée par les besoins de la famille et de ses invités. Il régnait une hiérarchie et un protocole strict. Les serviteurs de rang supérieur ne fréquentaient pas les rangs inférieurs. Hommes et femmes étaient maintenus largement séparés. On ne parlait pas sans y être invité en présence de la famille. On ne croisait pas leurs regards. On était là pour servir. Et si l'on faisait bien son travail, on était à peine remarqué.
Pourtant, il y avait aussi une étrange forme de prestige à travailler à Biltmore. Vous serviez l'une des familles les plus riches d'Amérique dans l'une des maisons les plus spectaculaires jamais construites. Vous y appreniez des compétences qui vous serviraient toute votre carrière. La formation était rigoureuse. Comment servir un repas de 12 services? Comment entretenir des antiquités d'une valeur inestimable? Comment faire fonctionner les technologies de pointe comme l'éclairage électrique et les ascenseurs? Une référence du majordome ou de la gouvernante de Biltmore pouvait vous assurer un emploi dans n'importe quelle grande maison d'Amérique. Certains domestiques passèrent toute leur carrière à Biltmore, des décennies au service de la famille Vanderbilt. Ils virent George se marier, assistèrent à la naissance de sa fille, le pleurèrent à sa mort. Ils devinrent une partie de l'histoire du domaine, bien que leur nom figure rarement dans les livres d'histoire. Le coût de l'entretien de ce personnel était énorme. Les salaires, la nourriture, les uniformes et le logement de cette armée représentaient une charge astronomique. Ce fut précisément ce fardeau financier qui signa l'arrêt de mort de la plupart des grands domaines de l'âge d'or. Les familles avaient eu les moyens de bâtir ces palais, mais les entretenir, année après année, décennie après décennie, s'avéra financièrement intenable pour la plupart. Le coût du personnel, à lui seul, aurait pu engloutir une fortune moins colossale. George Vanderbilt, lui, le pouvait, certes. Mais même pour un Vanderbilt, la dépense était significative. D'autant que George dépensait sans compter ailleurs. Dans ses opérations forestières, ses fermes, l'acquisition constante d'œuvres d'art et de livres rares, et bien sûr, dans le train de vie fastueux qu'exigeait sa demeure. Biltmore avait été conçu pour l'autosuffisance agricole, mais la réalité était tout autre. Le domaine consumait les capitaux bien plus rapidement qu'il n'en produisait. Pourtant, durant ses premières années d'euphorie, l'argent semblait infini. George organisait des réceptions somptueuses, des séjours qui s'étiraient sur des semaines. La liste des invités se lisait comme le Gotha de l'âge d'or, matinée d'un salon littéraire. Et chacun de ces invités s'émerveillait de la perfection sans faille de son séjour, ne voyant jamais l'armée de serviteurs qui la rendait possible. Mais la vie de George, célibataire dans son immense palais, n'allait pas durer éternellement. Les invités qui déambulèrent dans les couloirs de Biltmore durant ces premières années comptèrent parmi les personnalités les plus célèbres d'Amérique. Et lorsqu'on possède la demeure la plus grande et la plus spectaculaire du pays, le monde veut vous rendre visite. George Vanderbilt, malgré sa nature réservée, était un hôte accompli. Il voulait que Biltmore soit un pôle de culture et de savoir, ce qui impliquait de remplir ses 250 pièces d'esprit brillants. La liste des invités de Biltmore se lit comme l'annuaire mondain de l'âge d'or croisé avec un salon littéraire. Il ne s'agissait pas seulement de riches venus admirer la maison d'un autre riche. George cultivait délibérément les relations avec des artistes, des écrivains, des scientifiques et des personnalités politiques. Il recherchait la conversation, la stimulation intellectuelle. Edith Wharton visita Biltmore à plusieurs reprises. Oui, cette Edith Wharton, la romancière lauréate du Pulitzer, celle qui dépeignait avec une acidité redoutable les excès de l'âge d'or dans des œuvres comme Le temps de l'innocence. Elle et George partageaient une passion pour la littérature et la culture européenne. On les imagine dans cette bibliothèque magistrale débattant des derniers romans. Et peut-être Wharton glanant là de quoi nourrir ses critiques des nouveaux riches. Pourtant, elle devait l'admettre. Même pour elle, Biltmore était impressionnant. Car Biltmore avait du goût. Une qualité qui faisait cruellement défaut à tant d'autres manoirs dorés. Henry James, autre géant de la littérature américaine, fut aussi reçu. James, célèbre pour ses romans complexes sur la rencontre des Américains avec la culture européenne, trouvait ici l'incarnation parfaite de son sujet de prédilection, un château européen dans la nature sauvage américaine, propriété d'un Américain tentant d'être plus européen que les Européens. L'ironie ne lui échappait pas, mais il appréciait la tentative de George. Ce n'était pas de l'esbrouffe vulgaire, c'était une authentique quête de raffinement. Alice Roosevelt, la fille du président Theodore Roosevelt, y séjourna jeune femme. Alice était célèbre pour son comportement impétueux. Elle fumait en public, pariait aux courses et possédait un serpent de compagnie. Son père disait d'elle : « Je peux être président des États-Unis ou je peux contrôler Alice. Je ne peux pas faire les deux. » Alice adora Biltmore. Des années plus tard, elle racontait encore ses baignades dans la piscine intérieure, les dîners somptueux et l'audace pure d'avoir bâti une telle merveille dans ces montagnes. John Singer Sargent, sans doute le portraitiste le plus en vue de l'époque,
séjourna et peignit à Biltmore. Ces portraits tiens de la haute société de l'âge d'or définissent aujourd'hui encore notre vision de cette ère. Accueillir Sargent n'était pas seulement un apanage social, c'était une consécration artistique. George créait quelque chose qui méritait d'être documenté par un maître. Mais la vie à Biltmore n'était pas que haute culture et conversation sérieuse. George organisait aussi de grandes chasses. Les 125 000 acres du domaine s'y prêtaient parfaitement. Des hommes fortunés de New York et d'ailleurs venaient pour des séjours de plusieurs semaines, traquant le cerf, l'ours ou le dindon sauvage. Ils rentraient chaque soir à Biltmore pour des dîners fastueux. Des vins fins tirés des caves de George, des parties de billard et des cigares. L'armurerie, avec ses centaines de fusils exposés comme des œuvres d'art, n'était pas décorative. Ses armes servaient. Noël était toujours un moment spécial à Biltmore. George avait inauguré la maison la veille de Noël 1895 et les célébrations devinrent une tradition. Le salon de banquet était décoré de guirlandes de sapins. Un arbre de Noël massif de plus de 6 mètres de haut y était érigé. Les invités arrivaient de partout, passant la saison des fêtes dans un luxe absolu. Il y avait des repas élaborés, des représentations dans le salon de musique, peut-être des chants de Noël dans le jardin d'hiver. George voulait recréer l'ambiance des Noëls traditionnels des grands domaines de campagne anglais dans toute leur chaleur et leur abondance. Les domestiques, bien sûr, faisaient des heures supplémentaires, mais ils goûtaient aussi à un peu de la magie. George était connu pour ses primes généreuses et veillait à ce que son personnel ait sa propre fête. C'était autant de la bienveillance que du pragmatisme. Il fallait des serviteurs loyaux et satisfaits pour gérer un domaine de cette taille, et bien les traiter relevait simplement de la bonne gestion. George recevait aussi sa famille, bien que ses visites fussent parfois compliquées. Ses frères et leurs épouses venaient, apportant avec eux leurs instincts de compétition sociale. Ils comparèrent les maisons, les collections d'art, le prestige des invités. À ce jeu tacite, George l'emportait généralement, même s'il semblait moins intéressé par la victoire que ses aînés. Il avait bâti Biltmore pour lui-même, pas pour les impressionner. Sa mère, Maria Louisa Vanderbilt, lui rendait visite lorsque sa santé le lui permettait. Elle avait été la seule à soutenir la vision de George quand d'autres membres de la famille le croyaient fou. Mais au moment où Biltmore fut achevé, sa santé déclinait. Elle mourut en 1896, un an à peine après l'ouverture de la maison. Le triomphe de George fut assombri par cette perte. Cette maison avait été en partie construite pour elle, un lieu où elle pourrait échapper aux hivers rigoureux de New York, et elle eut à peine le temps d'en profiter. Des visiteurs scientifiques venaient aussi. N'oubliez pas que c'était une époque où les riches Américains finançaient des musées, des universités et des expéditions de recherche. George s'intéressait à la sylviculture, à l'agriculture, aux sciences naturelles. Il faisait venir des experts pour le conseiller sur l'exploitation du domaine. Ce n'étaient pas de simples visites mondaines, c'étaient de véritables consultations de travail. George concevait Biltmore comme un projet pilote, une démonstration que la sylviculture durable et l'agriculture moderne pouvaient fonctionner dans le Sud américain. Les conversations qui résonnèrent dans les salons de Biltmore durant ces années, nous ne pouvons que les deviner. Des débats sur la littérature, l'art, la politique, la science, des récits de voyages en Europe, des discussions sur cette Amérique en pleine mutation, secouée par l'industrialisation, l'urbanisation et l'immigration. Ces hôtes avaient le luxe de penser à de grandes idées, et George avait créé l'écrin parfait pour ces échanges. Mais malgré tous ces visiteurs, malgré toute cette vie qui animait Biltmore, il manquait quelque chose. George approchait de la quarantaine, toujours célibataire, vivant seul dans cette maison démesurée. Sa famille s'inquiétait. Les commérages de la haute société allèrent bon train. L'érudit timide mourrait-il sans héritier, laissant ce domaine incroyable sans avenir ? Et puis, tout a changé. George est tombé amoureux. Edith Stuyvesant Dresser. C'est le nom de celle qui allait tout sauver. Quand George la rencontra à Paris en 1898, elle était tout ce qu'il n'était pas. Extraverti là où il était réservé, socialement assuré là où il était timide, mondaine avec un raffinement né de l'expérience pas seulement des livres. Edith avait 32 ans. Elle était veuve et dotée d'un pedigree social impeccable. Son nom de jeune fille, Stuyvesant,
la reliait à l'une des plus anciennes familles de New York, descendant du dernier gouverneur hollandais de la Nouvelle-Amsterdam. Elle avait été brièvement mariée à un homme beaucoup plus âgé qui, à sa mort, l'avait laissée à l'abri du besoin et solidement établie socialement. Elle avait passé des années à voyager en Europe, évoluant dans les cercles les plus élevés, aussi à l'aise à Paris qu'à Londres ou à Rome. George avait 40 ans lorsqu'ils se rencontrèrent. Ce fut, de l'avis de tous, un véritable coup de foudre. Pas un arrangement social, pas un mariage de convenance. Pour la première fois peut-être, l'introverti et savant George trouvait quelqu'un qui le comprenait, qui partageait son amour de la culture et du beau, et qui pouvait naviguer les obligations sociales qu'il trouvait, lui, épuisantes. Ils se marièrent à Paris en juin 1898, lors d'une cérémonie intime typique de George, loin des grands mariages mondains et de la presse. Puis ils retournèrent à Biltmore, en tant que mari et femme. Et soudain, cette maison gigantesque avait une raison d'être qui transcendait la bibliothèque d'un célibataire. Edith transforma Biltmore. Non pas physiquement, la maison était déjà parfaite, mais elle la transforma socialement et pragmatiquement. George avait bâti une vitrine, mais il n'avait jamais vraiment su comment y vivre. Edith, elle, savait exactement comment diriger un grand domaine. Elle y avait été formée toute sa vie, visitant les maisons de campagne en Angleterre, les châteaux en France, les villas en Italie. Elle comprenait comment gérer les domestiques, comment recevoir avec art, comment faire d'un palais un foyer. Elle comprit aussi une chose que George n'avait pas totalement saisie. Biltmore était un gouffre financier. Le coût de la construction avait été astronomique. Mais les coûts de fonctionnement étaient pires. Ses 80 domestiques, l'entretien des 250 pièces, les réceptions fastueuses, les opérations agricoles qui n'étaient pas encore rentables, tout cela consumait les liquidités à une vitesse alarmante. Et même la fortune d'un Vanderbilt n'était pas infinie. Edith commença à opérer des changements subtils. Non pas des coupes drastiques qui auraient compromis la magnificence du domaine, mais une gestion rigoureuse que George, l'artiste, avait négligée. Elle négocia de meilleures conditions avec les fournisseurs, trouva des moyens de rendre les opérations agricoles plus efficaces et rationalisa légèrement le personnel, consolidant les rôles pour alléger la structure sans sacrifier le service. George avait bâti Biltmore comme un artiste crée un chef-d'œuvre sans se soucier des réalités de l'entretien. Edith apporta la sagesse pratique qui complétait sa vision. Mais plus que ses compétences de gestion, Edith insuffla la vie à Biltmore. Moins d'un an après leur mariage, elle était enceinte. Le 22 août 1900, Cornelia Stuyvesant Vanderbilt naquit à Biltmore. Ses chambres d'enfants, jusqu'alors vides, avaient enfin un but. Le domaine avait une héritière. George, à 42 ans, était père. L'enfance de Cornelia à Biltmore dut être extraordinaire. Imaginez, grandir dans la plus grande maison d'Amérique, avec 250 pièces à explorer et un jardin de 125 000 acres. Elle avait son propre poney, ses propres précepteurs, sa propre aile. Mais Edith était déterminée à ce que Cornelia ne soit pas gâtée par ce privilège. Elle insista sur la discipline, l'éducation et la compréhension que le privilège s'accompagne de responsabilités. Pour George, ces années qui suivirent son mariage furent probablement les plus heureuses de sa vie. Il avait sa demeure bien aimée, sa bibliothèque, ses forêts et ses jardins. Il avait une épouse qui le comprenait et une fille qui l'adorait. Il poursuivait ses études, sa collection d'art, ses expériences forestières. Biltmore était enfin tout ce dont il avait rêvé. Un foyer familial, pas seulement un palais. Mais voici l'ironie cruelle de l'âge d'or. Vous pouviez bâtir la magnificence, mais vous ne pouviez pas bâtir l'immortalité. La santé de George, jamais robuste, commença à décliner. Il avait toujours été d'une constitution fragile, préférant les livres à l'activité physique. En 1914, il dut subir une appendicectomie d'urgence à Washington. L'opération aurait dû être banale. Mais des complications survinrent. Le 6 mars 1914, George Washington Vanderbilt s'éteignit sur la table d'opération. Il n'avait que 51 ans. Il n'avait profité que 16 ans de cette maison qu'il avait mis 6 ans à construire. 16 ans. Il n'avait été marié que 14 ans. Sa fille, Cornelia, n'avait que 13 ans. Et soudain, Edith était seule, veuve pour la seconde fois, avec une adolescente à sa charge et la plus grande résidence privée d'Amérique à entretenir.
Le domaine était toujours déficitaire. Les opérations agricoles, bien qu'améliorées, ne générèrent pas suffisamment de revenus. La Première Guerre mondiale éclatait en Europe, changeant le paysage économique. L'âge d'or touchait à sa fin et avec lui, l'époque où l'on pouvait nonchalamment entretenir une maison de 250 pièces avec 80 domestiques. Edith aurait pu vendre Biltmore. Beaucoup s'y attendaient. D'autres familles de l'âge d'or commençaient déjà à abandonner leurs immenses domaines, dont les coûts étaient devenus insoutenables. Les propres manoirs des Vanderbilt à New York étaient vendus, démolis. Les cottages de Newport fermèrent leurs portes. C'eût été la décision la plus pragmatique. Mais Edith avait aimé George, et elle comprenait ce que Biltmore représentait pour lui. Ce n'était pas seulement une maison, c'était son héritage, sa déclaration sur ce que l'Amérique pouvait être, belle, cultivée et durable. C'était le lieu où sa fille était née et avait grandi. Et Edith Stuyvesant Dresser Vanderbilt n'était pas femme à baisser les bras. Elle prit une décision qui allait choquer la société, mais sauver Biltmore. Elle se battrait pour le conserver quoi qu'il en coûte, et ce coup allait mettre à l'épreuve chaque once de son intelligence, de sa détermination et de son courage. Car les années les plus difficiles restaient à venir. Une fille, un deuil et un monde en guerre. L'année de la mort de George, 1914, fut l'année où le monde changea à jamais. Cet été-là, quelques mois à peine après ses funérailles, la Première Guerre mondiale éclata en Europe. L'ordre ancien, ce monde que George avait connu et aimé, cette culture européenne qui avait inspiré Biltmore, tout cela volait en éclats sous les tirs des mitrailleuses et de l'artillerie. En Caroline du Nord, Edith livrait ses propres batailles. Elle avait 49 ans, veuve, mère d'une fille de 13 ans et intendante d'un domaine qui devenait financièrement intenable. L'héritage de George était colossal, certes, mais Biltmore consumait les capitaux à une vitesse effarante. La première chose que fit Edith fut de prendre le contrôle absolu. George avait géré Biltmore par passion et par délégation, faisant confiance aux autres pour les détails. Edith, elle, entra dans les détails. Elle étudia chaque livre de compte, questionna chaque dépense, exigea l'efficacité de chaque département. Le personnel, habitué à la supervision douce et érudite de George, devait désormais répondre à une femme redoutable qui remarquait tout. Elle prit des décisions difficiles. Le personnel fut encore réduit, non pas brutalement, mais méthodiquement. Certaines des pièces les moins utilisées furent fermées, réduisant les coûts de chauffage et d'entretien. Les réceptions fastueuses furent revues à la baisse. Les opérations agricoles furent étendues et modernisées. Si Biltmore devait survivre, il devait générer des revenus, pas seulement les consommer. Mais le plus grand défi était Cornelia. Une adolescente grandissant dans la plus grande maison d'Amérique, désormais orpheline de père, élevée par une mère qui menait de front son deuil et le sauvetage de leur héritage. Cornelia avait été éduquée à domicile par des tuteurs protégés du monde extérieur. Edith prit alors une autre décision controversée. Cornelia serait scolarisée à l'extérieur de Biltmore. Elle devait comprendre le monde réel et pas seulement l'air raréfié d'un palais montagnard. Cornelia fut envoyée à l'école à New York. Ce fut un choc. La jeune fille, qui avait grandi avec des serviteurs anticipant ses moindres besoins, devait maintenant naviguer dans le métro et les rues bondées. Mais Edith avait raison. Cornelia devait être préparée à un monde qui changeait à toute vitesse. Lorsque l'Amérique entra en guerre en 1917, même Biltmore ne put rester isolé. Le domaine contribua à l'effort de guerre, produisant de la nourriture pour l'armée, organisant des collectes de fonds. Le monde de l'âge d'or semblait soudain d'une frivolité indécente. Les années 20 apportèrent de nouveaux défis. La guerre était finie, mais l'Amérique était méconnaissable. L'ère des barons voleurs était révolue. L'impôt sur le revenu, jadis une préoccupation mineure, augmentait de façon spectaculaire. Des droits de succession furent introduits, rendant le transfert de grandes fortunes prohibitif. La société qui avait célébré Biltmore semblait maintenant embarrassée par de tels excès. C'était l'âge du jazz, rapide, moderne, urbain. Les domaines de montagne semblaient désuets. Ailleurs, les propriétés Vanderbilt tombaient les unes après les autres. Les immenses manoirs de la 5e avenue étaient démolis pour faire place à des immeubles commerciaux. Les cottages de Newport, pour la plupart, fermèrent leurs portes, trop chers à entretenir. Même The Breakers, le joyau des Vanderbilt à Newport, devenait un fardeau financier intenable pour ses propriétaires. Edith observa cette tendance et comprit que Biltmore serait le prochain sur la liste, à moins qu'elle ne prenne une mesure radicale.
Le domaine fonctionnait toujours à perte. Cornelia était désormais adulte. Mariée en 1924 lors d'une somptueuse cérémonie à Biltmore, elle avait ses propres idées sur l'avenir du domaine. La pression s'accentuait. Et puis, vint 1929. Le krach boursier, l'aube de la Grande Dépression. Soudain, le défi n'était plus l'entretien, c'était la survie. Des fortunes que l'on croyait éternelles s'évaporèrent en une nuit. Les banques firent faillite, les entreprises s'effondrèrent, même les familles les plus riches luttaient. La fortune Vanderbilt, bien que toujours colossale, n'était pas immunisée. Les investissements perdaient leur valeur, les revenus chutaient. Et Biltmore, avec ses coûts opérationnels démesurés, devint tout simplement intenable sous sa forme traditionnelle. Il fallait que quelque chose change, ou tout ce que George avait bâti serait perdu. Edith avait maintenant 64 ans. Elle s'était battue pendant 15 ans pour maintenir Biltmore à flot. Elle devait désormais prendre la décision la plus difficile de sa vie. Une décision qui aurait horrifié George, qui scandalisa ce qui restait de la société de l'âge d'or, mais qui finalement allait tout sauver. En 1930, Edith Vanderbilt ouvrit Biltmore aux touristes payants. Non pas comme un musée, la famille y résidait toujours, mais comme une attraction. Pour $1, n'importe qui pouvait visiter les salles du rez-de-chaussée. Il pouvait marcher dans le salon de banquet où des présidents avaient dîné. Il pouvait admirer la bibliothèque et ses milliers de livres. Il pouvait entrevoir comment l'autre moitié avait vécu durant l'âge d'or. La société fut scandalisée. Ouvrir sa maison privée à des étrangers, faire payer l'entrée, c'était impensable. C'était vulgaire, c'était commercial. Tout ce que les Vanderbilt étaient censés représenter, la discrétion, l'exclusivité, le dédain aristocratique du commerce, était bafoué. Mais Edith se moquait de ce que pensait la société. Elle sauvait Biltmore. Et si cela impliquait d'ouvrir les portes aux touristes, ainsi soit-il. Elle se persuada que George aurait compris. Il avait bâti Biltmore pour la beauté. Désormais, le domaine servirait un nouveau but. Montrer l'extraordinaire aux gens ordinaires. Et contre toute attente, cela fonctionna. Ouvrir les portes à l'Amérique. Les premiers touristes qui franchirent les portes de Biltmore en 1930 durent avoir l'impression d'entrer dans un autre monde. Rappelez-vous, c'était la Grande Dépression. Les banques fermaient, les gens perdèrent leur maison, le chômage explosait. Et au milieu de ce chaos, ce palais dans les montagnes, vestige d'une époque où l'argent semblait infini, ouvrait ses portes pour $1. Ils vinrent en nombre surprenant. Pas des foules immenses, la dépression limitait les voyages, mais suffisamment. Des gens qui n'avaient jamais rêvé de voir l'intérieur d'un manoir Vanderbilt foulaient maintenant les mêmes sols que les présidents et les auteurs. Ils se tenaient dans ce salon de banquet de 21 mètres de haut, contemplant des tapisseries et des œuvres d'art d'une valeur inestimable. Mais ce n'était pas une visite de musée. Les Vanderbilt vivaient toujours à Biltmore. Edith et Cornelia avaient leurs appartements privés, inaccessibles aux visiteurs, mais elles étaient bien en résidence. Parfois, les touristes les apercevaient. La situation devait être étrange pour les deux parties. Les touristes observant les riches dans leur habitat naturel et les Vanderbilt voyant des étrangers déambuler dans leur maison. Les revenus du tourisme aidèrent, mais ils n'étaient pas suffisants pour soutenir entièrement le domaine. Edith dut prendre d'autres décisions difficiles. En 1932, elle vendit une part significative du domaine, près de 86 000 acres, au gouvernement fédéral. Ces terres devinrent le cœur de la forêt nationale de Pisgah, l'une des premières forêts nationales de l'Est américain. D'une certaine manière, la boucle était bouclée. C'était sur ces terres même que George avait été le pionnier de la sylviculture scientifique avec Gifford Pinchot. Elle serait désormais préservée pour le public, à jamais. Cette vente apporta un capital crucial qui permit à Biltmore de survivre aux pires années de la dépression. Mais elle signifiait aussi que le domaine était radicalement réduit, passant de 125 000 acres à seulement 8 000. La grande vision d'un domaine autosuffisant était sacrifiée pour sauver la maison elle-même. La Seconde Guerre mondiale apporta son lot de nouveaux défis, mais aussi une opportunité singulière. Biltmore, isolé et sécurisé dans les montagnes, devint un refuge pour des trésors inestimables. La National Gallery of Art de Washington, craignant des bombardements sur la capitale,
y envoya nombre de ses pièces les plus précieuses. Des peintures d'une valeur de plusieurs millions, des chefs-d'œuvre aujourd'hui incalculables, furent mis en caisse et entreposés dans le salon de musique et d'autres espaces. Pendant plusieurs années durant la guerre, Biltmore abrita plus d'art majeur que la plupart des musées du monde. Le tourisme, lui, était limité. L'essence était rationnée et les préoccupations étaient ailleurs. Mais Edith, désormais septuagénaire, continuait de gérer le domaine avec la même détermination qu'elle avait montrée pendant des décennies. Elle avait sauvé Biltmore de la dépression. Elle le guida à travers la guerre. La vie de Cornelia, l'héritière, prit une autre tournure. Son mariage s'effondra dans les années 30. Elle divorça et finit par s'éloigner de Biltmore, partageant sa vie entre l'Europe et New York. La fille née dans ce privilège écrasant trouvait ce même privilège étouffant. Elle voulait sa propre vie, libérée de la responsabilité d'entretenir l'héritage de son père. C'est donc Edith, la veuve entrée dans la famille par alliance, qui porta ce fardeau. Edith s'éteignit en 1958, à l'âge de 92 ans. Elle avait survécu 44 ans à George. Elle avait passé près d'un demi-siècle à se battre pour préserver ce qu'il avait bâti. À sa mort, Biltmore tenait toujours debout, toujours propriété de la famille, toujours en activité, contre vents et marées, contre toutes les catastrophes économiques et les changements sociaux qui avaient détruit les autres domaines de l'âge d'or. Biltmore avait survécu. Mais cette survie avait un prix. Le domaine était plus petit. Il était ouvert aux touristes. La famille n'y vivait plus à plein temps, à l'ancienne. C'était devenu autant une entreprise qu'une maison. Le monde des domestiques et des réceptions sans fin avait disparu. L'âge d'or était bel et bien terminé. Pourtant, Edith avait accompli quelque chose de remarquable. La question était désormais de savoir si la génération suivante le pouvait. Le petit-fils de George, William Cecil, prit la relève après la mort d'Edith. Il faisait face à un choix que les générations précédentes n'avaient pas eu. Fallait-il enfin abandonner et vendre, ou Biltmore pouvait-il évoluer encore une fois pour trouver sa place dans l'Amérique moderne ? Ce qui allait suivre déterminerait si la vision de George survivrait au XXIe siècle ou si Biltmore rejoindrait enfin les autres manoirs dorés dans le cimetière de l'histoire. Biltmore aujourd'hui, l'impossible survie. Tenez-vous devant l'entrée de Biltmore aujourd'hui et vous verrez quelque chose qui ne devrait pas exister. Un domaine de l'âge d'or, 130 ans après sa construction, toujours propriété de la famille et parfaitement opérationnel. Selon toute logique, selon tout précédent historique, cela ne devrait pas être possible. Considérez ce qu'il est advenu des autres grands domaines américains. Les hôtels particuliers des Vanderbilt sur la 5e avenue à New York, démolis dans les années 20 et 30, remplacés par des immeubles de bureaux. The Breakers à Newport, ce palais plus vaste que bien des résidences royales européennes. Cédé à une société de préservation en 1972, car la famille ne pouvait tout simplement plus l'entretenir. Marble House, toujours à Newport, devenu musée. Whitehall, la demeure de Henry Flagler en Floride, musée. La liste est longue. Démoli, donné, vendu, converti. Mais Biltmore appartient toujours aux descendants de George Vanderbilt. Il est toujours géré comme une entreprise familiale et il sert toujours à bien des égards de demeure privée, tout en accueillant plus d'1 million de visiteurs chaque année. Comment est-ce possible ? La réponse tient en un mot, l'adaptation. Une adaptation constante, créative et parfois douloureuse, au temps nouveau. William Cecil, le petit-fils de George, qui reprit la direction dans les années 1960, comprit que le tourisme seul ne suffirait jamais. Le domaine avait besoin de multiples sources de revenus pour survivre. Il entreprit donc une diversification prudente et réfléchie. Un vignoble fut établi sur les terres du domaine. Aujourd'hui, le Biltmore Estate Winery est l'un des vignobles les plus visités d'Amérique, produisant des vins primés selon des méthodes traditionnelles que George aurait appréciées. Un hôtel de luxe fut construit sur la propriété. L'hôtel Inn on Biltmore Estate offre aux visiteurs une chance de séjourner sur le domaine, de se réveiller face à ces mêmes montagnes que George découvrit en 1888. Un luxe 5 étoiles qui génère des revenus substantiels tout en préservant l'intégrité du château. Des restaurants furent ajoutés, des boutiques, des événements spéciaux, concerts, célébrations de Noël, floraisons printanières dans les jardins. Biltmore est devenu une destination bien plus qu'une simple visite de maison.
On y vient pour des mariages, des séminaires d'entreprise, des dégustations, des aventures en plein air sur les 8000 acres restants. La maison elle-même a été méticuleusement préservée et à bien des égards restaurée au-delà de sa gloire originelle. Une climatisation moderne protège les œuvres d'art et le mobilier. Des systèmes anti-incendie préviennent les désastres. L'équipe d'entretien, toujours conséquente, travaille toute l'année pour préserver chaque détail. Les pièces que les touristes découvrent aujourd'hui ressemblent trait pour trait à ce qu'elles étaient en 1895. Le salon de banquet vous coupe toujours le souffle. La bibliothèque abrite toujours des milliers de volumes, dont beaucoup de la collection originale de Georges. Le jardin d'hiver fleurit toujours de plantes exotiques. La piscine intérieure, le bowling, les chambres, tout est maintenu, préservé comme un monument à l'artisanat de l'âge d'or. Mais ce qui rend Biltmore véritablement unique à l'ère moderne, c'est que le domaine n'est pas figé dans le temps. La famille continue de vivre sur la propriété, dans des quartiers privés. La génération actuelle des descendants Vanderbilt, les arrière-arrière-petits-enfants de Georges, est impliquée dans la gestion du domaine. Ce n'est pas un musée dirigé par un conseil d'administration. C'est une entreprise familiale, transmise de génération en génération, avec toutes les complications et les engagements que cela implique. Le modèle économique est complexe, mais couronné de succès. Le tourisme est la source première de revenus. Ce million de visiteurs annuels finance la majeure partie des coûts opérationnels. Le vignoble est très rentable. L'hôtel et les restaurants génèrent des revenus. Les événements privés et les mariages rapportent des redevances substantielles. Ensemble, ces divers flux de revenus accomplissent ce qui semblait impossible. Ils assurent la pérennité financière de Biltmore. Bien sûr, les défis demeurent. Les impôts fonciers pour 8000 acres et une maison d'une valeur inestimable sont considérables. L'entretien est perpétuel. Une maison de cet âge, de cette taille, nécessite des travaux constants. Les coûts de main-d'œuvre, les assurances, les charges, toutes les dépenses banales de la gestion de ce qui est en fait une petite ville. Les droits de succession restent une menace à chaque génération. La famille doit planifier des décennies à l'avance pour s'assurer que le domaine puisse être transmis sans être vendu pour payer les taxes. Et pourtant, ils ont réussi. À travers la dépression et la guerre, à travers les changements sociaux qui ont rendu les domaines de l'âge d'or obscènes, à travers des politiques fiscales conçues pour démanteler les grands héritages, Biltmore a survécu. Que penserait Georges s'il pouvait voir Biltmore aujourd'hui ? Il serait sûrement choqué par les touristes déambulant dans sa maison. Il l'avait bâtie comme une retraite privée. Il serait probablement étonné que les Américains veuillent voir ce qu'il a créé. Mais il reconnaîtrait aussi sa vision. La maison est splendide, entretenue selon les normes les plus élevées. La forêt qu'il s'est efforcé de restaurer est toujours là. Le domaine démontre toujours que l'on peut allier la beauté à la durabilité. Sa bibliothèque, sa collection d'art, son rêve de créer quelque chose de pérenne, tout est encore là. Plus important encore, Biltmore continue d'inspirer. Ces millions de visiteurs ne viennent pas seulement s'émerveiller de la richesse. Ils viennent voir ce qu'il est possible de faire quand on a une vision et les moyens de la réaliser. Ils viennent admirer un savoir-faire artisanal qui n'existe plus. Ils viennent parcourir un morceau d'histoire qui, d'une manière ou d'une autre, est toujours vivant. Biltmore représente aujourd'hui quelque chose d'unique dans l'histoire américaine, un domaine de l'âge d'or qui a survécu à l'époque qu'il a créé. Pas parfaitement, pas sans changement, mais il a survécu, s'est adapté et a prospéré. C'est un monument à la vision de Georges, certes, mais c'est tout autant un monument à la détermination d'Edith, au sens des affaires de William Cecil, et à chaque génération qui a choisi de préserver plutôt que de simplement profiter. Le plus grand manoir de l'âge d'or est devenu quelque chose que Georges n'avait jamais prévu. Un symbole de préservation, de durabilité et d'héritage familial. Il a survécu parce que chaque génération a été prête à tout changer, sauf l'essentiel. Maintenir la beauté, préserver l'artisanat et montrer que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Aujourd'hui, en regardant ce château français si improbable dans les montagnes de Caroline du Nord, vous ne voyez pas seulement une maison. Vous voyez la preuve qu'avec de la vision, de la détermination et une adaptation constante, même les rêves les plus improbables peuvent survivre. Georges a bâti Biltmore pour qu'il dure. Contre toute attente, il a tenu.